Notre dépendance aux énergies fossiles pose des questions majeures en termes d'approvisionnement, mais aussi d'impact climatique. Pour réduire ces risques, la France a défini des objectifs ambitieux de sortie des énergies fossiles à travers plusieurs outils et lois. L'objectif, la souveraineté énergétique. Dans le précédent épisode de Time to Shift, nous avons ainsi exploré l'enjeu considérable que représente le risque fossile. Mais une question nous taraude. Si l'on parvient à régler le problème du contenu fossile de l'énergie que nous consommons en France, serons-nous vraiment sortis du carbone pour autant ? Ne resterait-il pas quelques enjeux du côté des biens et services que nous importons ? Pour tenter de répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui Alexandre Barré, conseiller affaires publiques au Shift Project et co-auteur du rapport « La souveraineté par la décarbonation » paru en novembre dernier. Bonjour Alexandre. Alors, pour commencer, peux-tu nous resituer de quoi l'on parle lorsque l'on évoque les biens et les services importés ? Bonjour. Pour la consommation d'énergie de l'économie française, on a défini un concept général qui s'appelle l'exposition énergétique, qui a été expliqué, je crois, dans le précédent épisode du podcast, et que je vous recommande d'ailleurs. Et cette exposition énergétique de la France représente en fait toute l'énergie dont a besoin la France pour assurer son mode de vie et le fonctionnement de son économie. Ça représente 2550 TWh par an mesurés pour l'année 2022, et on peut la diviser globalement en 3 blocs. Un bloc qui correspond à la production d'énergie qui est en France, qui représente un cinquième à peu près de cette exposition énergétique. Un bloc qui correspond aux importations d'énergie de la France, qui est une grosse moitié. Et puis, un bloc d'énergie qui sont de l'énergie consommée à l'extérieur de la France pour produire des biens, des services, la voiture, le téléphone, l'ordinateur qu'on a devant nous, ce micro, pour les produire et qui sont donc ensuite importés en France sous forme de biens matériels. Ces importations représentent un gros quart de l'énergie, de l'exposition énergétique du pays. Donc c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg en quelque sorte. Si on est sur un sujet qui est diffus et dans l'ensemble des produits, des biens qu'on peut avoir autour de nous, comment est-ce qu'on fait pour le comptabiliser et pouvoir mesurer l'ampleur du phénomène ? Alors, on a fait une analyse qui consiste à remonter sur l'ensemble de la chaîne de valeur et donc aller mesurer l'énergie à chaque étape des chaînes de valeur de tous les biens et services qu'importe la France. Ça comprend aussi nos exportations d'ailleurs, parce qu'il y a des biens qu'on va importer et réexporter. Et on va mesurer l'énergie à chaque étape et on va la comptabiliser dans ces travaux. C'est un travail un peu nouveau, c'est fait un petit peu comme ça pour les travaux sur l'empreinte carbone. C'est l'équivalent, mais là on le fait pour l'énergie. Et en fait, cette comptabilisation n'avait jamais été publiée à notre connaissance, ce qui nous permet d'avoir une meilleure vision de toute cette énergie et ensuite de la relocaliser à la fois par énergie utilisée. Est-ce que ce sont des énergies fossiles ? Est-ce que c'est de l'énergie électrique ? Est-ce que c'est des énergies renouvelables ? Et à la fois l'endroit où elle est utilisée, cette énergie, et donc savoir dans quel pays sont situées les machines qui utilisent l'énergie dont on a besoin pour fabriquer les biens et services qu'on va importer. Alors cette approche de l'exposition énergétique, est-ce que ça change vraiment la donne en matière d'élaboration de stratégie ou de politique énergétique ? Ça peut avoir des effets très concrets d'avoir bien en tête le contenu énergétique des biens et services importés. Par exemple, Imaginons qu'on ait une hausse des prix du gaz et de l'électricité. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Lié à un défaut d'approvisionnement en gaz. Mm-hmm. Le gouvernement français, pour protéger les consommateurs français, ses concitoyens, il va mettre un bouclier tarifaire et il va limiter l'augmentation du prix de l'énergie sur le territoire français, espérant comme ça protéger l'économie française. Ce qui est une très bonne idée. Bon, ça coûte, au passage, ça coûte 70 milliards d'euros au pays quand on l'a fait la dernière fois. Parce qu'on l'a fait en 2022. Voilà, on l'a fait en 2022 et donc ça a coûté 70 milliards. Mais il espérait éviter de l'inflation. Mais pas de chance. Certains de nos voisins européens, pas tous, n'ont pas mis ces boucliers tarifaires. Et donc chez eux, il y a eu de l'inflation, une augmentation du prix de l'énergie qui sont répercutées dans l'augmentation par une augmentation des prix des biens et des services qu'on importe de ces pays-là. Et donc on a eu de l'inflation aussi, bien sûr bien moindre que si on n'avait pas le bouclier tarifaire, mais on a eu aussi de l'inflation. Et donc en fait, prendre conscience de cette ouverture des frontières françaises et de la porosité en fait, la circulation des biens et des services à l'intérieur de l'Europe,
et dans quelle proportion, ça permet de mieux prendre conscience de l'efficacité de la politique publique. Et en fait, l'intérêt du bouclier tarifaire, ça aurait été de le faire au niveau européen et pas forcément au niveau français. Si on parle géographie, concrètement, d'où viennent tous ces biens et services qu'on importe? J'ai envie de pointer le regard vers la Chine, spontanément. Alors, spontanément, on a envie de dire effectivement que l'essentiel des biens et services qu'on importe en France viennent d'Asie. Et en fait, pas du tout. Le premier partenaire de la France, c'est l'Europe. Et la majeure partie de l'énergie consommée en dehors de France pour la production de nos biens et services est consommée en Europe. Ce qui est une première surprise pour nous. On savait que l'Europe était, les pays voisins européens sont les premiers partenaires commerciaux, mais on l'avait en valeur économique, on l'avait pas en valeur énergétique. Et souvent, dans ces calculs-là, c'est uniquement le dernier fournisseur. C'est-à-dire qu'on se disait, en fait, on se fait revendre un bien, une machine qui a été produite essentiellement hors d'Europe, et puis on est un dernier fournisseur dans le pays voisin qui a mis un dernier coup de pinceau et une étiquette dessus pour faire Made in Europe. Et en fait, pas du tout. L'Europe est notre premier partenaire commercial et le premier lieu de consommation d'énergie pour la France. Bien sûr, juste derrière, on a l'Asie, et en premier lieu, dans l'Asie, c'est la Chine qui domine largement. Et puis ensuite, derrière, on va voir l'Amérique du Nord, et puis très loin derrière, ensuite, le Moyen-Orient et la Russie. Alors, c'est particulièrement intéressant parce que ça tord déjà le coup à une première idée reçue. Mais si on s'intéresse au contenu carbone de ces biens et services importés, qu'en est-il de nos principaux pays fournisseurs et de nos voisins européens ? Alors, ces pays-là, alors effectivement, quand on va aller en Asie, on va voir encore beaucoup d'utilisation de charbon, ce qui fait que le contenu carbone de nos biens et services va être très impacté par ce charbon. Donc même si en quantité d'énergie, c'est minoritaire par rapport au reste de l'Europe, comme ça vient du charbon, d'un seul coup, ça explose. Exactement. Le charbon étant très intense en carbone, ça va fortement dégrader notre empreinte carbone. Et même si le charbon représente une petite dizaine de %, en termes d'énergie, il va représenter en fait un impact carbone majeur de notre empreinte. Donc ces biens et services importés, on en a toujours eu besoin, mais de quelle façon est-ce que nos consommations de biens et services importés évoluent et ont évolué ces dernières années ? Alors, quand on a fait cette étude, on a eu une surprise, puisqu'en fait, on a vu une augmentation en contenu énergétique depuis la fin des années 90 jusqu'à l'année 2008 du contenu énergétique des biens et services importés par la France. Donc, ça a augmenté, et en 2008, ça a baissé. Pas très étonnant à ce niveau-là, puisqu'il y a une crise économique dont tout le monde se souvient, et donc on pouvait s'attendre à ce que la France, l'économie ralentisse, et donc on diminue les importations de biens et services. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu de remontée derrière. C'est-à-dire qu'il y a une baisse au moment de la crise de 2008, et c'est resté stable, voire légèrement descendant, depuis 2008, sans jamais remonter, en fait, depuis cette période. Cette évolution, on ne l'explique pas bien aujourd'hui. On peut avoir plein d'explications. Bien sûr, il y en a une première qui nous vient à l'esprit comme étant au chiffre, c'est le pic pétrolier de 2008, pic sur le pétrole conventionnel, qui a mis sous contrainte l'économie européenne et spécialement l'économie française, ce qui fait que notre économie a ralenti et donc on a moins acheté des produits qu'on a ensuite importés. Mais il peut y avoir d'autres explications. Qu'aujourd'hui, on imagine des sujets liés à la démographie de la France, qui a commencé à connaître des bouleversements en 2008, notamment c'est le début des départs en retraite des boomers en 2008, donc une baisse de leur pouvoir d'achat. C'est aussi en 2008, on commence à voir apparaître le taux d'équipement des ménages qui a atteint un plafond sur un certain nombre de biens. Et donc, une fois qu'on a tout ce qu'on a, on ne va pas les manger, les voitures, donc on en a deux par foyer, on en a deux par foyer, donc on importe moins. On a donc beaucoup de biens et services importés dans nos maisons qui viennent de différentes géographies. Mais si on regarde plus dans le détail, leur contenu énergétique, est-ce qu'il y a certaines parties de la chaîne de valeur en particulier qui comptent plus que d'autres ? Je pense par exemple au transport pour les produits qui viennent de loin. Alors le transport représente en fait une part minoritaire. Le poids, il est surtout porté par l'industrie de base. Et donc, toutes les consommations d'énergie pour l'industrie de base qui se passeraient en dehors de France. L'avantage de notre étude, c'est qu'on peut descendre vraiment à des mailles très très fines, à la fois sur la localisation, sur le secteur et sur l'énergie. Et donc, on est capable de cibler et de dire que voilà, le plastique va représenter telle part dans le contenu énergétique de nos importations. Et la fabrication de plastique, elle est faite à tel endroit ou à tel endroit dans le monde, avec telle ou telle énergie. Alors, le plastique, c'est essentiellement du pétrole et du gaz. Et l'actualité nous laisse penser qu'on va avoir un petit sujet sur le plastique et sur les coûts des plastiques, qui sont quand même des composants majeurs de notre économie. Donc, il va y avoir quelque chose à penser sur la question plastique.
Donc c'est essentiellement en fonction des matériaux et des types de produits qu'on peut analyser et comprendre ces différentes ressources. Donc puisque notre exposition énergétique se joue en grande partie en Europe, l'Europe, il se trouve qu'on en fait partie en France, est-ce qu'on pourrait envisager de développer certaines stratégies à l'échelle européenne ? Alors c'est la bonne nouvelle du rapport. Il faut bien qu'il y ait des bonnes nouvelles de temps en temps dans les rapports du Shift. La bonne nouvelle du rapport, c'est qu'effectivement la place de l'Europe dans notre exposition énergétique est absolument massive. Et donc c'est un endroit sur lequel on peut agir. On fait partie de l'Europe, on participe à la gouvernance de l'Europe, et l'Europe a une ambition de décarbonation. Et donc tout ça, ça va dans le bon sens du point de vue de la sortie des énergies fossiles. On aurait pu imaginer initialement une autre situation où la France en fait importe massivement de pays extra-européens, auquel cas on n'avait absolument aucune prise ou très peu de prise sur leur façon de produire les biens et les services qu'on importe. L'Europe a décidé toute une série d'outils, notamment une taxe carbone aux frontières qui est en train de se mettre en place. Le principe de la taxe carbone aux frontières, juste pour le rappeler, c'est qu'on rajoute une taxe aux produits qui entrent en Europe en fonction de leur contenu carbone. Alors, l'Europe prévoit pas de le faire pour tous les produits, et là, c'est dans les détails que commencent à venir les difficultés. Parce que si on ne le met pas sur le plastique, par exemple... Si on ne le met pas sur le plastique, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Donc, on est obligé de regarder produit par produit, et la liste aujourd'hui est assez restreinte. Il y a une volonté d'étendre la liste au niveau européen. Bien sûr, il y a des questions d'équilibre économique, puisque la taxe carbone aux frontières va évidemment réenchérir les prix des biens et services qu'on va importer d'en dehors de l'Europe. Mais il y a bien sûr ensuite une discussion avec les États membres pour comprendre les impacts sur le consommateur et l'augmentation des prix pour le consommateur. Ça, c'est une première disposition. En ce moment, on parle aussi beaucoup d'une préférence européenne sur les achats. Pareil, toujours la même discussion. Comment on fait pour protéger le consommateur européen tout en respectant notre politique énergétique et climatique, avec, là encore, un débat entre les États membres et au sein de la Commission, entre restreindre très strictement cette préférence européenne ou l'ouvrir. J'ai compris au vu des dernières actualités qu'on est plutôt dans une logique d'ouverture, et donc on fait une préférence européenne élargie à toute une série de pays avec lesquels on a des accords commerciaux, ce qui là, pour le coup, va pas forcément dans le bon sens en termes de sortie des énergies fossiles. Mais tout ça est en train de se construire, en fait. C'est un peu normal qu'on ait ce rapport de force et cette situation qui se met en place. C'est l'histoire qui se construit. On espère qu'avec nos travaux, on éclaire quand même et on montre où sont les enjeux, et ça nous permettra peut-être de mieux cibler les politiques publiques. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de le faire en France, on essaye de le faire au niveau européen avec le Shift. On rencontre des décideurs européens pour leur expliquer où sont les sujets, à la fois au niveau européen, au niveau français, et puis on va essayer de le faire pour tous les pays d'Europe, pour que chacun soit bien informé et qu'on n'ait pas des fantasmes sur ces questions-là, parce qu'il y a aussi beaucoup d'idées reçues qui ne sont pas complètement avérées par des faits. Face à cette dynamique qui est assez complexe à l'échelle mondiale, et tu viens de le dire, pas forcément si simple non plus à l'échelle européenne, on pourrait peut-être tout simplement relocaliser en France. Est-ce que ça aiderait pas à résoudre le problème ? Ça serait une idée extraordinaire, sauf que ce qu'on voit, c'est que l'exposition énergétique de la France, sur cette exposition énergétique, on a un quart globalement qui correspond à nos importations de biens et de services. Et la production d'énergie en France, c'est 1/5. Donc ça voudrait qu'il faudrait plus que doubler l'appareil productif en France pour éviter les importations de biens et services. En ne parlant que d'énergie. Parce qu'après, on a la question des matières premières, on a la question des savoir-faire, etc. Honnêtement, ça me semble inaccessible. Et ça serait probablement contre-productif dans une Europe ouverte avec la circulation des biens et des services. On a plutôt intérêt à travailler en mettant le maximum, en rendant le plus efficace possible l'Europe, en relocalisant évidemment un certain nombre de biens et services en France, mais à la maille de l'Europe aussi, en fait, on a cette question-là de biens et services importés globalement en dehors du monde pour entrer en Europe, et savoir qu'est-ce qu'on relocalise, prioriser en fonction de la hiérarchie et de l'importance du service apporté par ces biens et ces services. Peut-être qu'il est plus important de relocaliser, le paracétamol, l'acier de base, tant pis pour la fabrication de la dernière poupée en plastique ou de n'importe quel gadget qui serait ailleurs dans le monde. Dans les bras se débrouiller, on s'en passera.
il vaut mieux recentrer les choses importantes. Mais pour ça, il faut avoir une vision assez claire de où sont les contenus énergétiques. Il faut bien connaître les chaînes de valeur. Et on a besoin d'outils comme nous, on a développé pour faire ça. Parce que des outils qui sont aujourd'hui pas utilisés. Pour aller plus loin et pour pouvoir faire levier et influencer les politiques à l'échelle européenne, quelles seraient les étapes suivantes en termes de travail, notamment pour le shift ? Alors pour le shift, nous, ce qu'on imagine, donc c'est le travail qu'on a fait pour la France, on va le répliquer pour l'Europe, et ensuite le faire pour chaque pays européen. Parce qu'évidemment, la maille Europe, c'est pas la somme des mailles des pays, puisqu'il y a des recoupements, donc on est obligé de regarder chaque pays et regarder l'Europe dans son entier. Et c'est chaque fois des travaux séparés. On a dans l'idée de faire ça et ensuite d'aller convaincre tout le monde. Et après, il y a un travail de conviction, aller discuter avec tout le monde, tous les pays, pour leur dire voilà ce que c'est votre exposition, voilà votre sujet, voilà quels sont vos partenaires. Où est consommée l'énergie dont vous avez besoin. On va peut-être avoir des surprises, parce que il est probable que tous les pays d'Europe ne soient pas reliés de la même manière à leurs voisins et aux autres pays du monde. Il va y avoir des alliances liées à la géographie, liées à l'histoire aussi. On imagine bien que les pays de l'Europe de l'Est vont pas fonctionner comme les pays de l'Europe de l'Ouest, parce que historiquement, ils sont pas construits pareil. Et une fois qu'on aura regardé tout ça, on pourra commencer à ouvrir un dialogue et discuter vraiment en profondeur là-dessus. Ça entre à un moment assez intéressant en termes d'actualité. D'abord, on a une actualité générale qui quand même stresse un peu tout le monde. Et des fois, un malheur apporte du bien. Cette question de dépendance énergétique et des chaînes de valeur apparaît un petit peu partout maintenant dans l'actualité. On est en train de se rendre compte que, quand on ferme le détroit d'Ormuz, certes, ça touche le gaz, ça touche le pétrole, mais on se rend compte que ça touche l'hélium. Ça touche le soufre. Et l'hélium, ça sert à quoi ? L'hélium, ça sert à gonfler des ballons, ça c'est très très drôle, mais ça sert aussi à fabriquer des semi-conducteurs, ça sert aussi à refroidir les aimants des IRM, etc. Donc en fait, les chaînes de valeur, elles sont mondiales, et des fois, quand on touche un truc à un endroit, ça va venir impacter par rebond, par des effets rebond, notre économie et notre activité. Et donc c'est toutes ces analyses-là qu'il faut mener. On a à peu près en tête, notamment parce qu'on l'a évoqué dans le dernier épisode, le contenu énergétique de la France. Mais chez nos voisins européens, aujourd'hui, quelles sont leurs sources d'énergie ? Quelle est leur dépendance aux fossiles ? Elle est à peu près comme celle de la France, en fait. Il y a pas, la France se targue avec son nucléaire, fierté nationale, on bombe le torse et on fait cocorico bien fort. Ça change pas énormément, puisqu'en fait, la France, son électricité représente 25% de son mix énergétique, donc 75%. C'est pas de l'électricité, on est complètement comme les autres sur les 75% restants. Les autres pays, ils ont 20% d'électricité ou 22% d'électricité, avec un mix un peu différent pour fabriquer leur électricité. Enfin, sur les 75% qui restent, ça reste à peu près le même pour tout le monde. On est sur des paysages qui sont pas radicalement différents. Donc ça veut dire que les problèmes qu'on constate et qui sont analysés dans les rapports du Shift Project sont transférables en grande partie à nos voisins européens. Et c'est aussi l'occasion de pousser vers les approches comme celle de l'exposition énergétique. Alors oui, il y a une limite quand même, c'est que les cultures locales peuvent être très différentes. Effectivement. Et les conditions de vie peuvent être très différentes. Si vous allez dans le sud de l'Europe, le chauffage, c'est pas du tout le même sujet que si vous êtes en Norvège ou en Finlande. Et le contrôle social, ou en tout cas la façon de vivre ensemble et la capacité ou l'aptitude qu'ont les citoyens à rentrer dans une discipline collective, à appliquer les consignes gouvernementales, etc., va pas être la même selon les pays en Europe. Dit à mot couvert, il y a des citoyens qui vont réagir différemment. Et il y a des secteurs qui sont plus ou moins importants. Dans certains pays, la voiture va être un objet symbolique central, encore plus qu'en France, on va dire. Et donc, toutes ces questions-là vont être importantes et vont venir faire évoluer les politiques publiques, vont venir influer sur les politiques publiques et sur les instruments qui vont être mis en place. Donc, techniquement, oui. Par contre, en termes d'accompagnement de la politique publique et des choix d'instruments de politique publique, il y a quand même des vraies différences culturelles et des différences qui sont liées à notre histoire, chacun, qui vont venir modifier les choix qui vont être faits par les gouvernements. Donc le constat technique est quand même transférable, mais dans les modalités d'action, il y aura tous les écarts possibles et c'est au niveau européen que ça pourra aussi se jouer. Donc finalement, avoir cette approche sur l'exposition énergétique des biens et services importés, si on revient aux chiffres, qu'est-ce que ça a changé dans la réflexion ?
Déjà, ce travail a permis de montrer qu'il était possible de quantifier cette énergie nécessaire au fonctionnement de la France. Jusqu'à présent, globalement, le chiffre qui apparaissait partout dans les communications officielles, c'était 1650 TWh, qui est la consommation d'énergie finale de la France. Mais en fait, ça ne comptait que l'énergie consommée sur le territoire français. En domestique, ouais. En domestique. Et là, on arrive à avoir une vision énergie complète, et on voit qu'il y a 1000 TWh de plus. C'est pas complètement une paille non plus, et que cette énergie, il va falloir bien la prendre en compte dans nos réflexions. Ça, c'est une première... On voit le bon périmètre. On a vu qu'on a vu une baisse en valeur absolue. Et qui c'est pas un report, il y a une baisse en valeur absolue de cette exposition énergétique depuis 2008, et ce qui est quand même une nouvelle intéressante. L'autre point marquant, c'est qu'on voit par contre l'immensité de notre dépendance. On est à 70% dépendant des énergies fossiles si on intègre toutes les chaînes de valeur et pas uniquement sur la France. Ça veut dire que quand il y a un choc sur les énergies fossiles, ça va être absolument massif sur notre économie, soit de manière directe parce que c'est de l'énergie qu'on importe nous, soit de manière indirecte parce qu'on va avoir des impacts sur les chaînes de valeur et les importations de biens et de services, soit en provenance d'Europe, soit en provenance des autres pays. La bonne nouvelle, c'est que la plus grosse partie de cette énergie est consommée en Europe. Et donc, on a quand même des moyens d'action. 80% des transferts énergétiques et des usages d'énergie nécessaires à l'économie française se font en Europe. Soit en France, soit en Europe. Et là, on participe à la gouvernance. Alors, soit en France, on est complètement souverain, mais dans les autres pays, la gouvernance de l'Europe, on y participe. Et donc, on a des moyens d'agir. Et on a une capacité à travailler là-dessus et donc sortir de cette dépendance des énergies fossiles au niveau européen. Sur les 20% qui restent, il y a une bonne moitié, c'est la Chine. Et en plus, c'est pas sur toutes les industries, c'est sur quelques secteurs industriels. Donc, en fait, on pourrait même imaginer des accords bilatéraux de façon à s'accorder que la Chine décarbone en priorité ces zones-là. Bien sûr, après, il y a des dispositifs européens aujourd'hui prévus qui sont les taxes carbone aux frontières, etc., qui permettent de boucler ça. Donc tout ça, ce sont quand même des bonnes nouvelles. Quand on traite cette question énergétique, on n'a pas tout traité parce qu'il y a plein d'autres dépendances. C'est les travaux que va mener le Shift dans les semaines qui viennent. Ça sera publié en avril 2026, où on va essayer d'étudier les autres facteurs nécessaires à avoir une transition qui se passe dans les bonnes conditions pour sortir des énergies fossiles. Dedans, on va regarder par exemple la dépendance au cuivre, la question des compétences, dont on parle assez peu ici, mais qui est quand même centrale. C'est est-ce qu'on a les compétences pour faire ces travaux-là ? On va regarder les trajectoires de construction de moyens de production, etc., etc. Tout ça, ça arrivera au mois d'avril pour toute une série de publications du Shift sur ces sujets-là. Donc merci Alexandre, on a pu voir l'importance d'élargir le regard et de compter différemment notre consommation énergétique en tenant compte des biens et services importés. Pour la suite, on attend avec impatience les prochains rapports qui nous permettront aussi d'analyser secteur d'activité par secteur d'activité les enjeux et les perspectives. Et ça fera l'objet de prochains épisodes du podcast Time to Shift. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank, présidé par Jean-Marc Jancovici, a un objectif : faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À très bientôt pour toujours plus de Shift.